Nous voici maintenant dans l'étage infralittoral. Donc cette fois-ci, dans la partie du littoral qui est toujours immergée, mais qui est bien éclairée. Donc c'est à peu près entre 0 et 40 mètres de profondeur, sachant que quand on donne des profondeurs, c'est toujours assez aléatoire. Dans des endroits où il y a beaucoup de particules, où l'eau est très chargée, les espèces typiques de l'infralittoral peut-être ne se retrouveront qu'entre la surface et 20-25 mètres de profondeur, pas plus. Dans les eaux qui seront beaucoup plus claires, ces mêmes espèces pourront se retrouver plus profond, au-delà de 40 mètres, en fonction de l'éclairement qui est présent. Donc, en général, entre 0 et 40 mètres, sachant que ça va dépendre des caractéristiques, en particulier de turbidité de l'eau. Alors, il y a différents types de fonds sur lesquels on va pouvoir s'arrêter. Alors, des fonds qui ne font pas du tout rêver les plongeurs, mais qui pourtant sont vraiment essentiels d'un point de vue écologique. Ce sont les petits fonds à galets et graviers. On n'a pas l'impression qu'il s'y passe grand-chose, mais ces fonds sont absolument indispensables dans le cycle de vie de beaucoup d'espèces, y compris d'espèces qu'on sera très content de retrouver un peu plus tard, quand elles auront grandi, lors de nos plongées un peu plus profondes. Donc, par exemple, les sards. Sars à tête noire, sars commun, sars tambour. Ce sont des espèces dont le cycle de vie a lieu à différentes profondeurs, qui utilisent différentes profondeurs. Alors si on regarde un petit peu, pour vous donner une petite idée de ce fonctionnement du cycle de vie, les adultes qui vivent donc sur le littoral se reproduisent un petit peu plus au large, émettent des œufs qui, eux, seront pélagiques, donc ils vont partir dans la masse d'eau. Les larves, elles aussi, vont se développer pendant plusieurs semaines dans la masse d'eau. Et les juvéniles vont se rapprocher de la côte, donc les jeunes poissons, et s'installer dans ces petits fonds, dans quelques centimètres d'eau, 1 mètre, 2 mètres d'eau, et donc vont vivre dans ces petits galets, ces graviers, vont venir manger des petits mollusques, un peu d'algues, ce qu'ils vont trouver là. Donc ce sont des milieux qui sont absolument fondamentaux pour le cycle de vie de ces espèces, avec un rôle de nurserie important. D'autres espèces vont y rester pendant toute leur vie. Donc on va retrouver par exemple certains oursins, comme l'oursin grimpeur que vous avez ici. L'oursin comestible ou oursin violet, lui, ce seront plutôt les jeunes qu'on va trouver dans ces fonds, souvent cachés sous les graviers. On va retrouver d'autres espèces, alors d'échinodermes par exemple, donc en plus des oursins, certaines étoiles de mer comme les astéribossus, des ophiures, donc ce sont aussi des échinodermes d'une autre classe, des ophiurides, qui sont très mobiles. On les reconnaît avec un disque central et 5 longs bras. Ce sont des espèces qui n'aiment pas du tout la lumière, donc qui vont être cachées sous les galets, sous les pierres. Quand on soulève un galet, s'il y en a, on va les voir se déplacer très rapidement pour aller retrouver un endroit obscur. Alors une petite aparté, si on soulève un galet, on le remet dans le même sens. Parce que justement, il y aura en dessous des espèces qui aiment l'ombre et sur le dessus des espèces qui aiment la lumière. Donc on le repose comme à l'endroit et dans le sens où on l'a trouvé. Sous nos galets, avec les ophiures, on va pouvoir croiser certains poissons qui sont vraiment adaptés à la vie dans ces conditions-là, comme le poisson ventouse par exemple. On va croiser d'autres espèces comme des anémones vertes, l'anémone que vous avez ici, Anémonia viridis, qui est relativement urticante. Lorsque l'on est sur des fonds plus rocheux, on va parler de fonds rocheux, de rochers à algues photophiles. Photophiles, ça veut dire qui aiment la lumière, donc on va avoir des algues vraiment qui vivent dans les endroits bien éclairés. Alors en voilà quelques exemples. Les forêts de cystosères. Donc il y a différentes espèces de cystosères qui peuvent former comme ça des sortes de forêts miniatures dans lesquelles de nombreuses espèces vont venir s'installer. Ici, vous avez des juvéniles de crénilabres. Donc ce sont des poissons qui sont très jeunes et qui vont venir se servir de ce milieu pour se nourrir, pour s'abriter, en attendant de grandir et éventuellement de coloniser un autre milieu. Donc voilà un exemple
d'algues photophiles qui forment un écosystème très très riche. Maintenant, quand vous avez un couvert qui est beaucoup plus court comme ici, vous avez beaucoup moins de diversité en espèces, tout simplement parce que ça fournit moins de nourriture et moins d'habitat, moins de refuges, notamment pour les jeunes poissons. Donc sur la photo ici, vous avez donc quelques algues assez courtes. Vous avez des girelles avec donc des girelles femelles et une girelle mâle et quelques castagnols en arrière-plan. Parmi les algues photophiles que l'on trouve très fréquemment, qui peuvent recouvrir souvent des tombants, vous avez la monnaie de Poséidon que vous avez en photo ici. Alors c'est une algue verte qui a une caractéristique, c'est d'être calcaire. Donc c'est une algue verte dont les feuilles sont très coriaces et que l'on peut trouver en fait qui supporte des éclairements très très différents. On peut la retrouver entre la surface et à certains endroits jusqu'à 70 mètres de profondeur. Alors ces algues ont quelques prédateurs herbivores, certains mollusques évidemment, et les plus efficaces, on va dire, vont être les oursins. Donc ici, vous avez les deux espèces d'oursins les plus communes sur nos petits fonds rocheux. L'oursin comestible, qu'on appelle aussi oursin violet, Paracentrotus lividus, et l'oursin noir, Arbacea lixula, que l'on ne mange pas nous, et que les poissons mangent moins eux aussi. On reviendra sur ces algues et ces oursins dans la prochaine vidéo consacrée aux chaînes alimentaires des petits fonds rocheux. Voici quelques habitants supplémentaires de nos petits fonds rocheux, en reprenant un petit peu dans l'ordre de notre classification. Alors, quelques exemples d'éponges. Vous avez ici en haut l'éponge aux crottantes orange. Là, ici, elle ne s'est pas installée sur des rochers, elle s'est installée sur des mollusques bivalves qu'on appelle arches de Noé. Donc, c'est des mollusques qui sont en général recouverts par d'autres espèces. Pour le mollusque, l'avantage c'est d'être plus discret, se camoufler. Et pour l'autre espèce, comme ici l'éponge, c'est d'avoir un substrat sur lequel s'accrocher. D'autres exemples d'éponges, j'avais les clatrines jaunes par exemple, qui forment une sorte de réseau de tubes jaunes assez vifs, qu'on va retrouver pas à l'éclairement direct, plutôt dans les endroits un petit peu abrités de la lumière directe. Des exemples de cnidaires, vous avez ici les anémones en croûtantes brunes. Ici, d'autres types de cnidaires, les hydraires, avec un de leurs prédateurs assez réguliers, les flabellines. Ici, c'est une flabelline mauve sur des hydraires. En mollusques, on va revenir sur nos mollusques. Alors cette fois-ci, on n'est plus du tout sur des bivalves, mais sur des céphalopodes. C'est le groupe où l'on va retrouver notamment les poulpes, aussi les calmars ou les seiches. Mais en milieu rocheux, ce seront les poulpes que l'on va retrouver le plus fréquemment. D'autres espèces fréquemment observées. On a parlé d'oursins. Dans cet embranchement des échinodermes, on va aussi souvent rencontrer des étoiles de mer. Donc dans nos petits fonds rocheux, l'étoile de mer rouge, que l'on connaît bien, qui est très facilement repérable. Un petit peu plus discrète, l'étoile de mer épineuse. Alors celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle est très très asymétrique. Elle a un aspect qui est très irrégulier. Elle a en général entre 6 et 10 bras, alors que la symétrie classique des échinodermes, c'est une symétrie radiaire d'ordre 5. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus asymétrique. Et les autres particularités, c'est qu'elle a un très fort pouvoir de régénération. C'est-à-dire qu'un morceau de bras, pour peu qu'il soit quand même suffisamment grand, peut reformer un individu. Donc c'est aussi en partie ce qui explique le nombre de bras qui est variable. Un bras qui est tombé peut en repousser plusieurs par exemple. D'autres espèces, cette fois-ci de crustacés, vous avez les bouquets, sont des sortes de petites crevettes grises un petit peu transparentes, de dromies, des crabes, là ici la petite araignée, là qui est la photo est dans de la posidonie, mais on va la retrouver aussi dans des milieux plus rocheux. Chez l'embranchement des tuniciers, on va retrouver notamment des acidies. Alors ici, vous avez l'acidie rouge qui ressemble à une sorte de petits tonneaux de couleur plutôt rouge et reconnaissable avec deux siphons en fait. Deux siphons qui lui permettent de faire circuler l'eau
dans la cavité digestive. Un qui va faire rentrer l'eau et un qui va la faire ressortir. Alors, on peut faire un petit point sur les poissons. Je vous propose à la suite de cette vidéo un petit texte agrémenté de photos pour faire un petit récapitulatif sur nos poissons des fonds rocheux. Là, quelques notions sur les poissons vraiment benthiques, voire cryptiques. Alors benthiques, si vous vous souvenez, sont les espèces qui vivent sur le fond. Cryptiques, ce sont celles qui vont se cacher. Donc soit qui vivent vraiment cachées tout le temps, soit qui vont très rapidement se cacher dès qu'on s'en approche, dès qu'elles voient un danger potentiel. Donc dans ces espèces-là, on a par exemple les chapons, les rascasses. Ici vous avez une photo d'un chapon. Donc l'aspect est tout à fait similaire à la rascasse. Un chapon de petite taille peut facilement être confondu avec une rascasse brune, à la différence que notre chapon va avoir des barbillons, en fait, des excroissances de peau sous le menton. C'est une espèce qui est vraiment adaptée à la vie sur le fond. Il est capable de se déplacer rapidement pour manger une proie. C'est un prédateur, il mange du poisson. Il va pouvoir se déplacer rapidement quand il y a une proie qui passe à proximité. Par contre, c'est un poisson qui a une flottabilité négative, qui est lourd, donc qui ne va pas pouvoir nager très longtemps. C'est tout simplement une adaptation à la vie benthique. Certains poissons n'ont plus ou quasiment plus de vessie natatoire, cet organe qui leur permet de s'équilibrer dans l'eau. Certains poissons en ont une qui est complètement atrophiée, c'est le cas du chapon par exemple. Donc, ce qui fait que c'est un poisson qui est vraiment adapté à la vie posée sur le fond. Quelques exemples de petites espèces. Des petites espèces, on va trouver les blennies, les gobies, les triptérigions. Donc ça, ce sont des espèces qui sont sympathiques à regarder quand on est sur des plongées avec des baptêmes, avec des explorations dans très peu d'eau, voire au palier. Il faut prendre un petit peu de temps, parce que comme elles sont petites, on ne les voit pas toujours. Comme elles sont certaines plus ou moins peureuses, là aussi, il ne faut pas être trop agité, il faut prendre le temps de les observer. Mais c'est vraiment intéressant de prendre le temps de les découvrir. Il y a de très très nombreuses espèces, on ne va pas rentrer dans le détail ici. On va juste donner quelques notions pour les repérer et les identifier. Alors les blennies, par exemple, ce que vous avez ici, il y a la nageoire, en fait il y a une seule nageoire dorsale. Les nageoires ne sont pas séparées, comme ceux qu'on va voir maintenant. Et une autre façon de les reconnaître, c'est quand elles sont posées, en général, elles forment un J, c'est-à-dire qu'elles ont le corps qui n'est pas droit, mais qui est recourbé. Donc c'est une façon, quand la nageoire est repliée, de savoir si c'est plutôt une blennie ou plutôt un goby. Parce qu'après, les colorations, les tailles sont souvent assez similaires. Vous avez ici le goby à bouche rouge, qui est donc encore une autre espèce cryptique. Alors les gobies, contrairement aux blennies, vont avoir la nageoire dorsale qui est séparée en deux parties, deux nageoires dorsales. Et en général, quand ils sont posés sur le fond, ils vont être droits. Ils ne vont pas avoir le corps recourbé. Des poissons que l'on repère un peu plus facilement, déjà parce qu'ils sont plus colorés, sont les triptérigions. Alors les triptérigions, il y a plusieurs espèces. Ici, c'est le triptérigion jaune. On voit assez rapidement pourquoi. Le mâle est jaune avec la tête noire. La femelle a une couleur plus discrète entre les bruns avec des taches blanches. Alors triptérigion, comme son nom l'indique, il a trois nageoires dorsales. Donc je vous propose de compléter ce très très rapide aperçu des poissons des fonds rocheux dans le chapitre suivant.